Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'ai de nombreuses personnes qui me demandent très souvent comment elles pourraient investir dans l'immobilier en étant étudiant ou sans emploi. Donc reste avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin car je vais te partager des techniques qui te permettront en tant qu'étudiant ou personne sans emploi de pouvoir investir dans l'immobilier. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes. Également, lâche ton pouce bleu en l'air et partage massivement cette vidéo à ton entourage. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin de te permettre d'atteindre ta définition à toi de la liberté financière, ta définition à toi du succès. Ceci étant dit, rentrons tout de suite dans le vif du sujet qui est celui de savoir comment tu pourrais investir dans l'immobilier quand tu es étudiant ou quand tu es sans emploi. Déjà, il faut savoir que pour investir dans l'immobilier, les banques adorent les personnes qui travaillent déjà, qui ont un CDI de préférence. Les CDI ici en Occident, c'est le Graal. CDI, c'est contrat à durée indéterminée. C'est le gage entre guillemets d'une sécurité de l'emploi. Donc les banques adorent énormément les personnes qui ont cette sécurité de l'emploi là. Également, les banques regardent les personnes qui tiennent bien leur compte. Quand je dis bonne tenue de compte ici, c'est des personnes qui ne sont pas régulièrement dans le découvert autorisé, voire découvert non autorisé ou au-delà du découvert autorisé. Des personnes qui n'ont pas d'incidents réguliers sur les comptes, les personnes qui ont un peu d'épargne. Bref, les banques regardent la situation globale de tes comptes. Ensuite, quand on a fini de regarder tout cela, les banques regardent ton profil. Quand je dis ton profil, c'est au niveau de tes charges, tes revenus. Et on sait tous que lorsqu'on est étudiant, ce n'est pas des gros revenus qu'on gagne. Surtout lorsqu'on fait des jobs étudiants ou alors on a des contrats étudiants, comme ça se fait très souvent ici en Occident. Ce ne sont pas des grosses sources de revenus, ces jobs étudiants-là, il faut qu'on se le dise. Une fois que tu as tes comptes qui sont clean, tu as la possibilité d'accéder au prêt bancaire. Le prêt bancaire ici, ça te permettra de financer tes études, de financer certaines choses sous condition que tu aies un garant. Le garant, c'est celui-là qui remboursera ton prêt en cas de défaillance si tu es étudiant. Par exemple, les prêts étudiants, c'est octroyé aux étudiants, bien sûr. Ces étudiants ont des garants qui se portent aux cautions pour eux. Donc ici, les banques financent les étudiants souvent à coup de prêts étudiants ou de prêts conso ou de prêts auto. Il y a ces trois types de prêts qui sont très fréquents dans le milieu étudiant. C'est également des prêts d'aménagement ou des prêts permis 1 à 1 euro. Il y a ces types de prêts-là qui existent pour des étudiants parce que c'est des prêts qui peuvent aller jusqu'à un certain montant, c'est pas de la hauteur d'un prêt immobilier, qu'on se mette bien d'accord. Et c'est généralement avec des garanties. Donc il y a ces possibilités là lorsque on est étudiant d'aller sur ce type de financement. Ici, ce serait quoi une stratégie basique à utiliser? Ce serait par exemple aller sur un logement où on aurait une surface disponible qu'on pourrait mettre en location. J'ai souvent accompagné des personnes qui viennent étudier dans une autre ville, qui prennent un appartement, des appartements de 2 chambres et qui ont une chambre disponible. Dans ces cas de figure, ici, il faut mettre la deuxième chambre disponible en courte durée, en location courte durée. Ici, c'est d'aller sur du Airbnb, sur du Booking, tous les sites qui permettent de louer une partie de son logement en courte durée. Donc, ça peut être des stratégies qui pourraient être utilisées par des étudiants, de sous-louer une partie de leur logement. Ça fonctionne très bien. Également, il y a la stratégie via un parent. Lorsqu'on est étudiant, pour certains, ils ont encore la chance d'avoir les parents qui payent tout de A à Z. J'ai vu des parents payer
un studio, un petit appartement à leur enfant qui était majeur ou qui allait étudier dans une autre ville. Comme cela, ça leur permettrait, eux, en tant que parents, de se créer du patrimoine et ne pas payer les loyers à fond perdu, comme on dit souvent. Sachant que ça, c'est encore quelque chose qu'il faut analyser parce que ça dépendra encore de la durée d'études de l'enfant, si c'est intéressant. Parce que si un enfant, il vient juste pour une année et que le parent paye un studio pour une année ou plutôt va sur un prêt bancaire pour financer le studio sur un an et qu'il revende au bout d'un an, ce n'est pas forcément intéressant parce que le parent a payé plusieurs frais annexes qui ne récupèrent pas tout de suite au bout d'un an. Il faut souvent compter en moyenne 2 ans à 3 ans pour rentrer dans l'intégralité déjà de ses frais, tout ce qu'on a sorti en annexe pour son projet immobilier. Donc c'est pas intéressant. C'est lorsque les enfants ont des cursus de 5 ans, de 7 ans pour ceux qui vont souvent jusqu'au doctorat, spécialisation, des choses comme ça. Donc ça, c'est un investissement que certains parents font. Dans ce cas de figure, lorsque ton parent fait un tel investissement, pour certains, c'est des appartements. J'en ai vu un, il a pris un T3, c'est-à-dire l'enfant, il a une chambre et il y a une autre chambre qui est disponible. Ou même souvent, c'est un T1 bis, c'est 2 pièces. Donc l'étudiant, il a une chambre, un salon. Ce qui peut être fait ici, c'est d'aménager le salon comme une chambre et supprimer en fait le salon. Ça ferait 2 chambres, un coin cuisine, salle de bain, WC. Avec ça, on prend un autre étudiant en stratégie courte durée ou alors en stratégie longue durée. Ça dépendra de ce qu'on veut appliquer et on commence à se générer des revenus complémentaires. Jusqu'ici, vous voyez qu'on n'a pas eu besoin du prêt bancaire. C'est simplement, dans le premier cas, le logement qu'on a loué. Dans le second cas, c'est le logement que les parents ont acheté ou loué pour nous. Donc, jusqu'ici, pas besoin d'avoir un financement bancaire. Et ceci est valable même pour des personnes qui n'ont pas d'emploi. Ils peuvent aller sur des stratégies comme celle-là ou même toutes les autres personnes qui sont en quête de revenus complémentaires. On peut sous-louer une partie de son logement. On peut sous-louer une chambre qui est disponible et qu'on n'utilise pas. Ou alors on peut louer une partie de son logement pour ceux qui sont propriétaires et qui n'utilisent pas une chambre par exemple. Ça fonctionne du tonnerre à tous les coups. Maintenant, on peut passer à une stratégie de sous-location professionnelle. Ça, c'est pour des personnes qui vont louer un appartement, une maison qui est disponible sur le marché en location et ils font le nécessaire pour sous-louer cet appartement-là. Légalement, c'est eux qui sont locataires et légalement, ils mettent tout en place pour avoir le droit de sous-louer. Donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne du tonnerre ici en Occident. La sous-location immobilière professionnelle, c'est une activité juteuse à part entière. C'est des activités où tu n'as pas besoin d'être propriétaire. Ici, tu utilises les biens qui sont déjà disponibles sur le marché. J'ai déjà parlé de ça ici sur cette chaîne. Je remets une couche pour des personnes qui n'auraient pas vu mes précédentes vidéos. C'est possible de se générer des revenus complémentaires sans passer par un financement bancaire, sans être propriétaire. Ici, il faut juste appliquer une stratégie avec les biens des autres personnes. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par la sous-location immobilière professionnelle, elles peuvent me contacter afin que nous voyions ensemble comment elles pourraient implémenter cela à leur niveau. Après cette parenthèse, pour des personnes qui souhaitent également investir dans l'immobilier, il y a les possibilités de s'associer. Si on n'est pas éligible à un financement bancaire, il y a des possibilités de se mettre avec des personnes qui, eux, ont accès au financement. Des personnes qui nous permettront indirectement d'accéder à la propriété ou indirectement de pouvoir nous créer des revenus complémentaires. Ici, on se met à plusieurs. Un peut ramener une épargne, l'autre peut ramener par exemple un CDI qui permettrait d'avoir un financement bancaire plus facile, l'autre peut ramener sa disponibilité pour la gestion, etc. Lorsqu'on est plusieurs, ça permet de fédérer. Chacun apporte quelque chose et lorsqu'on met tout ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est toujours plus fort et c'est cette stratégie-là qui permet à plusieurs d'accéder à la propriété ou à plusieurs de commencer à se générer des revenus complémentaires. Il y a plusieurs formes de sociétés ici qui sied à cela. On peut passer par une SCI qui est le basique de chez Basique. Il y a des foncières immobilières. Il y a plein de types de sociétés qui sied à ce projet-là, de se mettre à plusieurs pour investir. Ça, c'est une stratégie que je vous donne également. Ici, il faut verrouiller tous les aspects de la collaboration. Au début, on est des bons amis, mais ça peut très vite virer au cauchemar. D'où l'importance de bien verrouiller les aspects de la collaboration. Car lorsqu'on met l'argent au milieu
milieu, ça sépare les amis, ça sépare des familles. Combien de fois des amis? Donc c'est très important de tout verrouiller et ça passe par les statuts qu'on aura érigés pour la société. Donc il y a également cette possibilité-là d'investir en immobilier. Donc voilà des stratégies qui sont à la portée de vous, chers étudiants, ou de vous, chères personnes qui souhaitez vous lancer dans le monde de l'emploi. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces stratégies retient votre attention. Dites-moi également en commentaire si vous avez déjà eu à sous-louer votre logement. Comment ça s'est passé? Pour toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, je vous invite à bloquer gratuitement votre session d'échange avec moi en allant dans le formulaire disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour terminer, si vous n'êtes pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment ou jamais d'intégrer la communauté des personnes résilientes, de partager massivement la vidéo et de lâcher vos pouces bleus en l'air. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!